Maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect de la dimension numérique du GPE, c'est l'accélération de l'innovation. Et pour en débattre, merci d'accueillir Marie Vorgan-Le Barzik, Francis Jutan et Jean-Louis Marchand. Venez me rejoindre. Marie. Bonjour. Alors, il nous manque quelqu'un. Mais c'est pas grave, on va démarrer. Ah. Francis. Bonjour. Alors, ce qui est bien, c'est que le Grand Paris Express, lui, ne sera jamais en retard. C'est ce qu'on nous a promis. Toutes les 2 minutes, une nouvelle rame. Alors, je vais vous présenter. Qui disait qu'il n'y avait pas de femmes dans le numérique? Marie Vorgan-Le Barzik, qui est déléguée générale de Silicon Sentier. On a parlé de vous tout à l'heure. Alors, les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, elles ont été tournées au NUMA, votre nouveau lieu de travail collaboratif. On est ravis de vous avoir parce que vous êtes au cœur de tout ce qui est démarche Open Innovation depuis 10 ans maintenant. Hein, et vous accompagnez notamment les grandes entreprises dans l'innovation ouverte. Francis Jutan, vous êtes directeur de l'Institut Mines et Télécom et vous êtes une tête chercheuse assez intéressante. Directeur scientifique, bien sûr. Directeur scientifique de l'Institut Mines Télécom. Vous êtes une tête chercheuse, je disais. Vous êtes intarissable sur la ville et ses données. Vous allez nous raconter un peu des histoires. Et le gouvernement vous a confié une mission qui est de travailler sur la combinaison des données publiques et privées. Enfin, Jean-Louis Marchand, vous êtes président du pôle de compétitivité Advanced City. On a un peu parlé de vous tout à l'heure. Le pôle de compétitivité de la ville de demain. Vous représentez ici le côté industriel puisque vous avez aussi des activités chez Vinci. Alors, on va prendre le même dispositif que tout à l'heure. On va commencer par regarder quelques morceaux choisis de contributions, mais cette fois sur l'enjeu des données pour l'innovation. Et on se retrouve juste après pour en débattre. Alors SNCF et Open Innovation, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années déjà. Nous avons été l'une des premières entreprises à ouvrir nos données et nous disposons d'un site data.sncf.com sur lequel nous avons libéré un certain nombre de jeux de données. Donc bien évidemment, lors d'un travail avec la Société du Grand Paris, ça sera extrêmement enthousiasmant de travailler sur toutes ces données qui vont être émises et de travailler pour générer des services avec cet écosystème innovant au bénéfice de nos utilisateurs. Chez Joule, on développe une plateforme d'information voyageurs temps réel, véritablement temps réel, qui diffuse à autant de personnes qu'il le faut simultanément, en web et sur des applis, la position exacte des bus avec à peine quelques secondes de décalage sur la réalité. Au-delà même de la disponibilité d'une donnée ouverte, de l'open data, il y a 3 difficultés techniques pour faire ce genre de choses. La première, c'est s'assurer que l'information temps réel est bien diffusée massivement à autant de personnes qu'il faut. Si demain il faut 10 000 véhicules, 100 000 personnes connectées simultanément, une plateforme cloud telle qu'on l'a fait n'a pas de problème pour diffuser la même information simultanément. Les 2 autres difficultés d'ordre technique, la première c'est d'acquérir une information temps réel fiable. C'est pour ça que dans l'expérimentation qu'on fait ici les Moulineaux, on a distribué des tablettes aux chauffeurs, ce qui nous permet de prélever l'information à la source. Et la dernière difficulté, c'est d'exploiter cette information, pas seulement dans le cadre d'un écosystème technique qui utilise des informations brutes, même si évidemment nous, en web, c'est plus difficile de fermer la donnée que de l'ouvrir, et on l'ouvre. Il faut aussi donner une solution ergonomique aux usagers eux-mêmes pour pouvoir déterminer où est leur bus et se composer leur information voyageurs eux-mêmes. C'est beaucoup plus parlant de voir un bus immobilisé à 500 mètres que d'avoir un message « il arrivera dans 3 minutes ou dans 5 minutes à votre arrêt ». Il s'agit en fait de décloisonner tout simplement le principe de gare comme lieu uniquement de transport, mais d'ouvrir justement à d'autres services qui vont être par exemple tout ce qui a trait à la multimodalité, donc le vélo en libre-service, l'autopartage, proposer aussi des services d'affichage d'informations en temps réel, de proposer des parcours alternatifs pour justement optimiser les déplacements au quotidien. La RATP en fait aujourd'hui propose déjà beaucoup de services autour de ça, à savoir des applications mobiles. Ça peut passer par un compte Twitter, ça peut passer par une application dédiée. On va avoir aussi des applications plutôt pour les touristes. On va aussi avoir des écrans d'information tactile sur le lieu, vraiment pour des services de proximité. Des services pour optimiser en fait, le transport au quotidien et rendre la mobilité, on va dire, plus intelligente.
France Dev développe des services numériques pour répondre à 2 défis. L'intermodalité, pour faciliter l'usage des transports, et ce sont les services proposés par Cityway, par exemple à Bordeaux, Marseille, Nice, Lyon. Et puis faciliter la vie urbaine, et c'est l'application Urban Pulse qu'on propose également dans de nombreuses villes en France. L'open data apporte un socle pour relever ces défis, mais vous avez besoin d'aller plus loin et d'offrir des services pérennes. Par exemple, développer des services temps réel, comme celui basé sur Siri francilien proposé par le STIF. Et puis, offrir des services, donc développer l'open service et ouvrir par exemple le calculateur d'itinéraire. Dans un avenir proche, les déplacements seront basés de plus en plus sur une individualisation fine, une personnalisation de la mobilité intermodale et en temps réel. Chaque voyageur pourra, en cours de route, bénéficier d'un suivi en continu et d'itinéraires alternatifs dans le cas où un événement viendrait modifier le contexte du voyage. L'ensemble de ces personnalisations donnera lieu à la génération d'une grande quantité d'informations et de données qui elle-même permettra l'émergence, qui a déjà commencé d'ailleurs, d'un très grand nombre de services aux usagers, de services urbains liés à la géolocalisation et à la position en temps réel des individus. Citizen Data propose une plateforme de gestion de données issue du monde des capteurs, des compteurs, des mobiles ou de toute autre sonde. C'est un nouveau marché qui s'ouvre, c'est également un nouveau défi pour les collectivités. Et lorsqu'on parle de ville intelligente, c'est précisément celui-là. Les villes vont être demain confrontées à la question de la gouvernance de ces données, de la gestion technique de ces données, qui seront clés pour traiter des défis comme par exemple celui de l'amélioration de la qualité de l'air et plus globalement de la pollution dans les villes. C'est un secteur également moteur d'innovation pour les collectivités, en l'occurrence pour le Grand Paris. Les collectivités se sont intéressées au sujet de l'open data. L'open data est un sujet majeur, mais nous pensons que celui du big data est bien plus important pour les questions implicitement que j'ai indiquées, mais parce qu'on peut également voir l'open data comme une prolongation naturelle de ce sujet qu'est celui du big data. Alors, on vient de terminer sur un concept assez intéressant, l'open data qui serait un prolongement naturel du big data. Alors, prenez chacun un micro, la parole est libre, hein, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, donc n'hésitez pas à réagir, et vous également, vous pouvez, je ne sais pas si le réseau fonctionne mieux, il y a un deuxième réseau qui a été mis à votre disposition, vous pouvez toujours envoyer vos questions. Marie Vorgan, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que l'open data serait le prolongement naturel du big data ? Pour moi, on est quand même sur 2 objets qui sont 2 objets différents. Il y a le big data est un sujet qui est un sujet, pour moi, plutôt industriel, et l'open data est un sujet qui est, on va dire, beaucoup plus large et qui est un sujet plus citoyen. Donc, je pense que... Alors là, j'ai des spécialistes autour de la table, donc je vais en profiter pour directement renvoyer la patate alors, chaude. Justement, Francis Justan, votre avis sur la question ? Je pense qu'on ne peut pas... Effectivement, le big data, c'est important. C'est des outils nouveaux pour extraire de la connaissance des données. L'open data, c'est un autre mouvement, comme tu l'as dit. Moi, je pense que l'enjeu va être... J'en vois 2. J'en vois le premier, donc... terminer non seulement de libérer les données, comme on dit, on aime bien donner cette expression, le mouvement de l'open data, on va y travailler dans le cadre de ce comité. C'est aussi, mais c'est le potentiel de mélange de toutes ces données qui est important. L'open data, bien sûr, les données privées, hein, de différentes natures, et puis aussi, il ne faut pas oublier ce qui est le mouvement majeur, c'est les données de contribution. C'est-à-dire les données que vont apporter tous les utilisateurs volontairement, plutôt volontairement je l'espère. Et donc à partir de là, on a un potentiel de données, un potentiel de création de valeur très important. Par contre, l'utiliser ne sera pas aussi simple que ça, puisque ces données, il faut les qualifier, il faut savoir quelle est leur source, leur intégrité, etc. Donc on a un travail important de recherche pour, d'une part, convaincre d'associer toutes ces données et, deuxièmement, se donner les moyens et les outils pour en extraire les connaissances pertinentes.
Alors, Jean-Louis Marchand, vous êtes un peu plus mesuré sur cette histoire d'open data. Pour vous, considérez que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, hein, l'open data aujourd'hui? Quand on parle d'open data et qu'on parle de data aujourd'hui, on est en train de parler de data qui n'existent pas, hein, puisque finalement on parle des data qui vont être générées dans le cadre du projet du Grand Paris par un certain nombre de mouvements, et on se dit que dans 5 ans, dans 10 ans, il faut se mettre en position d'utiliser intelligemment ces data, de les mettre à disposition pour que les gens développent des applications. Hein. Donc voilà, les data actuelles, toutes celles qui existent depuis quelques décennies, qui par exemple permettent de mesurer les temps de déplacement des personnes. Voilà. On a depuis des décennies, hein, je ne dis pas un siècle, mais on mesure. Voilà. Dans tous les pays du monde, on mesure les temps de déplacement. C'est pour répondre à une question qui est venue là, dans le cadre de la table ronde précédente. En gros, dans le monde entier, quel que soit le pays, développé ou pas, dès qu'on mesure les temps de déplacement quotidiens, les gens ils se déplacent une heure par jour. Quelle que soit la qualité des services de transport à leur disposition. C'est-à-dire que si le service de transport marche bien, ils vont plus loin. Mais ils se déplacent systématiquement, tous les jours, en moyenne, 1 heure, dans tous les pays, depuis des décennies. La question que je me suis posée ce matin en entendant les projets hein, qu'on a d'utilisation du temps des gens dans les gares, c'est est-ce que le temps que les gens vont utiliser dans les gares, c'est un temps qui comptera dans leur heure de déplacement, ou dès lors qu'on les capte dans la gare pour leur faire autre chose, est-ce que finalement, ils oublient qu'ils étaient en déplacement et donc ils vont utiliser le reste de leur heure moyenne pour aller ailleurs, plus loin, en utilisant notamment le système de transport du Grand Paris. Hein, pour répondre à la question qui est venue, c'est-à-dire est-ce que le métro numérique qui va nous permettre de nous passer du métro physique? Certainement pas, voilà, certainement pas, parce que c'est une donnée de facto, voilà, presque de l'humanité apparemment, pour toutes les mesures qu'on en a, c'est qu'on aime se déplacer, l'homme, la femme se déplacent tous les jours, 1 heure. Là, on parle de qualité du temps, du coup, quand vous dites que le temps aujourd'hui peut être subi, personnel, et demain, peut-être que ce temps-là sera plus subi, puisqu'on va aller dans une gare parce qu'elle propose des services, et on sera plus personnel parce qu'on sera connecté un peu à tout. Moi, j'ai pas dit tout ça. Moi, j'ai dit tous les gens, voilà, on mesure, les datas montrent qu'on se déplace tous les jours 1 heure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Grand Paris, n'oublions pas, c'est un projet fantastique. 72 gares, a dit Didier Benz. 57 gares nouvelles dans les 15 ans qui viennent. 57 gares nouvelles. Est-ce que vous imaginez le remodelage de l'agglomération parisienne auquel ça va conduire? C'est un projet fantastique. Ouais, moi, je pense que c'est le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, on a tous des tentatives de projection pour se dire comment est-ce qu'on va réussir à attraper la substantifique moelle de ce machin qu'on va créer à cet endroit-là et de se donner les moyens, effectivement, de créer encore plus d'intelligence en mettant dès le départ, on va dire, les conditions, les règles qui vont permettre aux gens de se réapproprier ces zones-là. La vérité, c'est que je pense qu'on n'a même pas idée de la façon dont ça va reconfigurer le territoire. Imaginez un territoire effectivement qui est totalement élargi. On va réellement enfin pouvoir parler de métropole avec une dimension qui est une dimension compétitive absolument majeure. Et puis à l'intérieur de ça, des flux qui sont des flux de personnes, et ça va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, et ces personnes-là elles-mêmes auront évolué dans leurs usages, dans leurs outils, dans tout ça. Et donc cet exercice-là de projection, depuis que je sais que j'interviens sur cette table ronde, et j'en suis extrêmement honorée, j'essaye de le faire, et en me disant, en fait, c'est juste... On ne peut juste qu'ajouter des questions, puisque finalement, essayer d'apporter des réponses, c'est faire un exercice qui risque d'enfermer les possibles. Donc, la projection qui doit être faite, c'est celle d'une infrastructure qui donne le plus de possible. Alors, Francis Juston, vous vouliez intervenir sur cette... Oui, parce que je pense qu'il faut replonger toutes ces questions dans une vision un peu plus large. En fait, une économie performante ou une vie sociale dense, c'est une économie de circulation rapide des idées, des innovations, des produits et des services. Donc le transport est évidemment un des vecteurs de cette circulation. Avec le numérique, il y en a d'autres. Et donc ce transport, il ne doit pas être, autant que possible, il ne doit pas être subi, mais au contraire facteur de dynamique nouvelle. Donc il faut à la fois travailler pour que le transport soit moins subi, les tiers-lieux, tout le travail à distance, etc., et favoriser ce transport facteur de dynamique, de rencontre, hein, que le Grand Paris doit pouvoir se donner. Et pour ça, je pense qu'il faut donc travailler beaucoup
hein, cette notion de tiers-lieu de travail, de coopération à distance, puisque le monde va être coopératif, de coopération à distance, et il faut se donner les outils pour ça, les outils de coopération massive et intelligente. Et puis, de l'autre côté, il faut, en prenant l'image d'Attila, quand il se déplaçait, tout son système d'information se déplaçait avec lui, tout convergeait. Donc il faut effectivement travailler des sources d'information au mélange de l'accès ubiquitaire à des données, à de l'information, auquel on peut accéder, donc ubiquitaire n'importe où, des données de localisation, et faire de tout ça des services qui vont combiner et qui vont suivre, comme on le disait dans le film, être personnalisés et suivre tout ça, quoi. D'accord. Donc ces nouveaux services, justement, je voudrais vous interroger là-dessus. On dit que la donnée, c'est une source d'énergie renouvelable pour la ville intelligente de demain. Alors on a dit qu'il fallait être intelligible. Je vais vous demander à vous, Jean-Louis Marchand, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on exagère quand on dit ça, ou est-ce qu'il y a une réalité derrière? Oui, on exagère, parce que je ne sais pas très bien ce qu'on dit, en fait. Hein. Je reviens sur les 57 gares. Hein. Repensons au métro tel qu'il existe. Hein. Il y a une décision qui a été prise dont moi, je n'avais jamais eu conscience. Quand il a été construit, le métro, on a dit toutes les gares du métropolitain, elles sont souterraines. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui dépasse. Et ça veut dire qu'on s'est tous habitués au fait qu'aujourd'hui, le métro, c'est souterrain, il n'y a pas de gare, et que finalement, où qu'on soit dans Paris, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'arche, là, le portique, métro. Et... Comment on identifiera dans l'approche de la gare du Grand Paris dans les années qui viennent, comment on va les identifier? Comment on les approchera? Elles ne seront pas souterraines, on les verra plus ou moins. En fait, ce sujet de l'approche, ça va être un vrai service à rendre aux gens, pour que cette approche de la gare, indépendamment du fait qu'on va leur faciliter la vie dans les gares, les conditions dans lesquelles je vais y approcher, les conditions dans lesquelles je vais m'y rendre, je vais mettre mon vélo, ma moto. Aujourd'hui, on n'a pas résolu tous les problèmes de parking des deux roues dans Paris, hein, vous le mesurez partout, hein, et je ne suis pas sûr qu'ils soient en voie de solution. C'est ces sujets-là qu'il va falloir traiter autour de la gare. Parce que dans le domaine des data, aujourd'hui, on n'est pas en retard, hein, ça a été dit tout à l'heure, hein, par Jean-Baptiste Roger, on n'est pas en retard. Voilà. Les premières opérations d'open data, c'est 2009, c'est Chicago et Montpellier. 2010, c'est New York, non, c'est San Francisco. Hein, 2009, c'est San Francisco et Montpellier. 2010, c'est Chicago, New York, Rennes. 2011, c'est Paris, Barcelone, Berlin. Voilà. Donc, on est dans le coup. On est dans le coup. Mais quand on ouvre, d'abord, effectivement, il y a l'ouverture publique annoncée, qui est plus ou moins ouverte, en fait, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de données publiques aujourd'hui qui ne sont pas ouvertes, hein, même si on fait de l'open data dans les communes qui prétendent le faire. Mais le vrai sujet, c'est l'ouverture des données des opérateurs. Ça a été dit. Hein. Tout à l'heure, on a dit qu'on peut y aller que parce qu'on est des hackers et qu'on va les chercher, sinon on ne nous les donne pas. Il faut savoir que quand on les ouvre aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit au sein de la Density quand on échange sur ces sujets-là, c'est que ce que les gens en font, c'est plutôt décevant. C'est plutôt décevant. Ils réinventent des applications qui ont été développées par les opérateurs, dont ils ne connaissaient pas l'existence, et qui sont les applications pour le plus grand nombre. Hein, parce que dans les applications... Vous êtes en train de dire que l'open data, ça ne marche pas? Pardon? Vous êtes en train de dire que l'open data, ça ne marche pas? Je ne dis pas que... D'abord, l'open data, ça commence. Ça commence. On commence à l'évaluer sur les applications qui nous intéressent. C'est-à-dire nous, en tant qu'utilisateurs moyens, c'est-à-dire des applications ouvertes au plus grand nombre. Parce que le but d'un certain nombre d'applications, c'est quand même de servir le plus grand nombre, de n'oublier personne. Qui est des applications de niche? Qui est des applications ponctuelles pour telle ou telle communauté? Qui durent ou qui ne durent pas? Il y en aura des tas, et tant mieux, il y aura énormément de créativité dans ce domaine-là. Le vrai problème, c'est les applications qui seront à destination du plus grand nombre et qui pourront concerner 90% des gens qui passeront dans les gares, qui utiliseront le métro. Celles-ci, les attentes, elles sont effectivement celles qui ont déjà été évoquées dans les réponses. Hein, c'est montant de transport. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un incident? Quelles sont les possibilités que j'ai, moi, de contourner une difficulté? Si je vous suis bien, l'open data, les façons dont les données ont été ouvertes aujourd'hui, les applications qui ont été développées sont assez décevantes et qu'il faut aller un peu plus loin aujourd'hui et plus simplement se contenter d'ouvrir les données, mais que de travailler sur l'application et faire des applications ouvertes, c'est ce que vous... Oui, il y a tout un travail à faire. Oui. Qui est des exemples d'open data réussis, une ou deux applications, trois applications, on en a cité quelques-unes tout à l'heure, c'est évident. Mais aujourd'hui, elles restent dans leurs usages relativement confidentiels. Faute de mise à disposition de données suffisantes. J'aimerais voir la réaction de Marie Vangan et de Francis. Non, mais en fait, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Est-ce que vous dites que finalement les acteurs sont responsables du fait qu'il n'y ait pas plus de créativité autour des données libérées puisqu'il n'y a pas suffisamment de données libérées? Ou est-ce que vous dites que quelle que soit la quantité et la qualité des données libérées et mises à disposition, la créativité, finalement,
et pas réel, puisqu'on connaît déjà aujourd'hui les usages qui sont les usages attendus. Je réponds juste à ça. Francis Jutan, je pense qu'il voulait ajouter quelque chose avant. La seule chose que je dis, c'est que ça démarre. Oui. Voilà, c'est tout. Ça ne fait que démarrer. Et qu'une fois qu'on a démarré, eh ben, on s'aperçoit que c'est compliqué. Et que quand on développe des applications pour le plus grand nombre, je parle d'applications pour le plus grand nombre, on s'aperçoit que voilà, si on veut qu'elles durent, eh bien, c'est du travail. Et aujourd'hui, ce travail, il reste à faire. Alors juste, Francis Jutan voulait ajouter quelque chose. Je pense que, comme toujours, on démarre un mouvement profond de métamorphose numérique, c'est comme ça que je l'appelle, et qu'on l'appelle un certain nombre. Et ça veut dire que l'open data, c'est le début de l'escalier. Alors, il faut le franchir, parce que sinon, on n'ira pas plus haut. Mais ce n'est que le début, et je crois qu'il en est de même pour les données comme pour le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est un pari d'infrastructure. Mais ces infrastructures, c'est des constantes de temps, 10, 20, 30 ans. Le monde numérique va énormément changer, le monde tout court et le monde numérique va énormément changer. Donc il faut essayer de travailler en disant il faut y aller, mais il faut savoir que ces choses-là vont énormément évoluer. Il faut être dans un esprit très ouvert. Et d'ailleurs, je ne sais pas si en fait entre le temps qui est compté pour construire ces gares et l'ouverture d'évolution, la capacité d'évolution qu'il faut leur donner, je ne sais pas si là on a un compromis qui est très difficile. Quand on va à Singapour, qu'on voit les stations de métro, elles sont conceptuellement construites avec des bâtiments, avec tout un système, un écosystème autour. Et je pense que ça va être le point important. Donc il y a les très grandes constantes de temps, il y a les constantes de temps plus courts d'écosystème, et ensuite la façon dont on va s'approprier et développer des services bien au-delà de l'aide à la circulation multimodale. Quand on cherche, moi je suis frappé dans les débats, on dit que va-t-on faire de ces open data, ou ces données ouvertes, on va faire du multimodal, des applications multimodales. Non, ça va faire bien d'autres choses. Alors, je suis toujours sur le même sujet, mais peut-être un peu différemment. Marie Vorgan de Barzik, est-ce que l'ouverture des données, est-ce que ça ne pose pas un problème quand même pour le voyageur? Je parle des données voyageurs, cette fois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui revient régulièrement, c'est celui de la vie privée? Comment on aborde cette question? Il y a des données qui sont ouvertes par l'opérateur, et il y a des données aussi ce qui est de la volonté, j'ai cru comprendre quand même, c'est que le voyageur... Mais ça pose la question de la réglementation, effectivement, autour de la libération des données, qui sont les données personnelles et privées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est un sujet bien au-delà qu'un sujet européen, et qu'il est... il est suffisant, enfin en tout cas il est encadré suffisamment pour que la question de libérer ou non les données soit pas un sujet. Alors, pour le moment, il est prévu que les données soient anonymes. Bah oui. Et est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non. Je sais pas, n'hésitez pas à intervenir, messieurs les spécialistes. Moi, je dirais que si on veut se faire peur, on dit que le big data permet de retrouver, de désanonymiser tout le monde. Bon. Faut limiter tout ça. Le facteur de risque n'est pas si important. Je pense qu'il va être important, ça va être les décisions personnelles de contribuer ou pas par ces données, et les garanties ou les types de licences d'utilisation qui fait qu'on aura un certain nombre de garanties, et le fait que les opérateurs, ou pas d'ailleurs, parce que les opérateurs captent un certain nombre de données personnelles de transport, mais il y a bien d'autres données qui sont captées, par exemple par les opérateurs de télécom et non pas de transport. Donc là, on a un domaine à travailler. Mais je crois qu'il faut un petit peu diminuer la paranoïa toutes ces données personnelles, la vie privée, etc. Je crois que c'est amplement maîtrisable. Et dans le passé, on a toujours eu, à chaque fois qu'il y a des évolutions technologiques, ce type de questions, et on a su apprendre à peu près les choses. Jean Marchand, vous êtes d'accord? Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. La protection juridique qui existe en France aujourd'hui, elle est appliquée, elle est suffisante, et puis elle évoluera si elle doit évoluer pour protéger encore au-delà si des risques nouveaux apparaissent. Je pense qu'il n'y a pas de frein. On me fait dire, là, si l'open data ne marche pas, c'est peut-être parce que c'est du not open data enough. C'est ça, c'est du not open data enough pour des raisons stratégiques, pour des raisons de frilosité des opérateurs, pour des raisons de on va me poser des questions, on va venir, voilà. Donc c'est clair. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore une volonté farouche de l'ensemble des acteurs, ou publics ou privés, véritablement, d'ouvrir l'ensemble des données qui pourraient effectivement permettre la génération d'applications. Alors il y a une autre question qui est quasiment d'actualité. Un bon exemple de ce qui ne marche pas, les alertes RATP sont tellement en retard sur l'événement. Question: comment disposer d'un temps réel? Donc il y a aussi non seulement la mise à disposition des données, mais aussi la vitesse, parce que là on parle de transport, et donc on disait tout à l'heure qu'Internet, on travaille à l'ordre de la seconde. Il y a aussi la qualité, on a parlé de qualité des données, on a parlé de format des données, mais il y a aussi la vitesse de diffusion aussi. Comment on règle ce problème?
Je pense qu'on a les technologies qu'il faut pour. C'est plutôt ensuite des problèmes d'organisation et d'évaluation du risque de délivrer telle ou telle donnée. Donc je pense que c'est plutôt ça. Il peut y avoir des rigidités dans les organisations, mais je pense que techniquement, on n'a pas trop de problèmes au temps réel. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'information, on va dire, la plus proche de la réalité et la plus immédiate, c'est l'information qui est diffusée par les communautés. Regardez ce qui se passe sur OpenStreetMap. On parlait de Waze tout à l'heure, par exemple. Et le mouvement qu'on voit effectivement se former aujourd'hui, c'est un mouvement de compensation autour de ses lacunes et de ses besoins. Donc, j'ai envie de dire, si on doit se projeter, sur la question du qui, je ne saurais pas répondre. Sur la question de est-ce que l'immédiateté, la simultanéité de l'événement avec sa diffusion peut être traitée. Aujourd'hui, il est traité, il est compensé par les utilisateurs, et il est même structuré et agrégé par des plateformes qui reprennent ces informations. Donc, ça aidera peut-être d'ailleurs à stimuler la RATP pour que finalement, parce que autant délivrer une bonne information, maîtriser avec tous les attendus éventuels, ce qu'un réseau social ne permet pas forcément de faire. Peut-être une dernière question sur ce sujet. Pour compléter là-dessus, sur cette question-là, j'ai bien aimé l'expression de Stéphane Distinguin tout à l'heure sur la pierre philosophale, ce qu'il a appelé la pierre philosophale de la difficulté. Le vrai sujet, c'est quand même de connecter le numérique avec le physique. Et dans le cas de la RATP qui est évoqué là, je veux dire, c'est donner une information. Quelle information je donne dès lors que la RATP se trouve à un moment donné face à, entre guillemets, un incident voyageur, mais réellement, dans certains cas, des pannes de matériel, pour des raisons de maintenance, etc. Et donc, une fois qu'un matériel, elle a elle-même beaucoup de choses à faire pour réorganiser le service et donner une information pertinente, parce que l'incident voyageur, c'est pas suffisant. L'incident voyageur, c'est pas suffisant. À un moment donné, les gens attendent plus. Mais pour déterminer ce plus d'informations dont les gens ont besoin, au niveau de la RATP, compte tenu des problèmes physiques qui se posent sur son infrastructure ferroviaire, sur son matériel roulant, là, il y a des choses, effectivement, à connecter. Oui, et on en revient au sujet de l'infrastructure. Il faut que l'infrastructure ait été prévue, ait été taillée pour. Juste un dernier sujet, je voulais parler des modèles économiques. Quels peuvent être les modèles économiques des acteurs de la chaîne de valeur, comme on dit, On a essayé d'être très lisible et que tout le monde comprenne. On parle beaucoup d'open data, etc. Comment les modèles économiques, ils existent? Quels sont-ils, messieurs, dames? Ils sont à inventer, ça c'est clair. Ils sont à inventer. Ils n'existent pas aujourd'hui. Ils sont complètement à inventer. Ils vont être inventés, à mon sens, au cas par cas. C'est-à-dire, en gros, ça fera partie localement. Alors, sur des grands sujets, on va en parler, des plateformes, des régies de données, des tiers de confiance, il y aura des choses à créer. Et là, effectivement, il y a des business models qui se définiront en fonction des conditions dans lesquelles des grands régulateurs se mettront progressivement en place. Et la Société du Grand Paris, évidemment, a un rôle déterminant à jouer dans les 20 ans qui viennent sur ces sujets-là, à mon avis. Mais sinon, localement, en fonction de la nature des applications, les business models, ils vont être inventés. Donc on est encore, comme tout à l'heure, on est en train de créer la plateforme, les possibilités de pouvoir faire. On n'est pas en train de fermer, comme je reprends votre expression, d'enfermer. Oui, je vous en prie. Sur les modèles économiques, on connaît les modèles économiques du numérique. Les plateformes sont en train de se développer, la façon dont on est capable de capter des données, de l'information, de lui donner une valeur. Donc il y a effectivement, le CNUM va rendre un rapport tout à l'heure là-dessus, il y a effectivement beaucoup d'innovations dans les business models. On a quand même une question fondamentale, c'est que tout le monde dit données, et on ne sait pas quelle est la valeur des données. Donc il faut réfléchir à travailler sur la valeur des données, parce qu'on peut récolter une quantité de données qui servent strictement à rien ou qui ont peu de valeur. Et quelque part aussi, il faut réfléchir sur la chaîne de valeur. Par exemple, dans le transport, c'est sûr qu'il y a une valeur qui est la billetterie, la façon dont qui va vendre les transports. Donc ça, on sait que ce sont des sujets très sérieux, et que d'ailleurs l'ouverture des données est à réfléchir aussi en fonction de tout ça. Donc on est en plein... On a déjà des bons business models qui fonctionnent pour certains types de données massives de plateformes mondiales. Il faut voir comment elles vont s'attaquer à ce problème de la ville intelligente et du transport intelligent. Et je pense qu'il faut lancer dès maintenant du travail très solide sur ces problèmes de valeur de données, chaîne de valeur, avec un tas de possibilités qui s'ouvrent, de micro-utilisation, d'échanges, etc. Il faut travailler maintenant dessus.
D'accord. Ouais. Alors, on va clore pour l'instant cette première partie du débat. Alors, dans la première vidéo, on a vu que des contributions qui imaginaient la façon dont les données pouvaient être utilisées comme une matière première et les services qu'on pouvait développer éventuellement autour. Mais d'autres imaginent aussi que le Grand Paris Express est bien comme un immense réservoir ou un espace d'innovation ouverte. On regarde. Le Grand Paris Express constitue une formidable opportunité pour bâtir un vaste écosystème numérique qui relie les gares, les entreprises de la filière, les laboratoires de recherche de nos universités, ainsi que les data centers très nombreux en Seine-Saint-Denis. Alors je souhaite que le Conseil général mobilise son expertise, ses savoir-faire pour qu'en étroite collaboration avec la Société du Grand Paris, nous réussissions ce défi en agissant sur 3 paramètres. Les infrastructures, nous avons adopté un schéma directeur d'aménagement numérique qui fait le pari de la mutualisation et de la cohérence entre initiatives publiques et privées. Profiter des travaux lourds que constitue le chantier de transport pour déployer la fibre constitue donc une priorité. Second paramètre, les usages, nous pouvons aider à faire en sorte que les gares regorgent d'informations et de données, mais aussi d'une plateforme de services bien plus large. Je souhaite également que les nouvelles infrastructures du Grand Paris Express puissent profiter pleinement au grand projet Images porté par le Conseil général qui vise à fédérer les ressources et les acteurs de la création et de la diffusion des nouvelles images. Enfin, troisième paramètre, proposer de nouveaux services tels que ces laboratoires d'innovation que sont les Living Labs, ouverts à tous, au cœur de nos gares et propices au développement d'activités économiques innovantes. Si on veut que la gare demain puisse répondre à ses ambitions, il va falloir la construire de manière collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement physiquement, au sein d'une gare d'abord qui serait un terrain d'expérimentation, réunir les différents opérateurs, les exploitants, les collectivités, les voyageurs, pour qu'ils puissent chacun apporter ce dont ils ont besoin et ce qu'ils sont capables de délivrer pour pouvoir penser cette gare qui va devenir une sorte d'infrastructure agile, inclusive et qui va pouvoir intégrer les différentes informations, nouveaux services, nouveaux besoins, etc. L'innovation pérenne est celle qui découle du dialogue entre l'ensemble des parties prenantes, les acteurs publics, aménageurs et collectivités locales, les exploitants, les constructeurs et évidemment les habitants et les citoyens. Le groupe Vinci souhaite mettre à profit son expérience à la fois de concepteur, de constructeur, d'exploitant et de mainteneur des infrastructures publiques afin de dessiner avec l'ensemble des parties prenantes la gare de demain. Un lieu de vie de premier plan, intégré dans le tissu urbain, et qui soit à la fois citoyen, commerçant, connecté, modulaire, durable et innovant. Un lieu qui soit le catalyseur des énergies de la ville. Les gares du Grand Paris sont, selon nous, un véritable laboratoire pour innover, pour tester le numérique en situation réelle. Par exemple, aider les usagers à gagner du temps en occupant leur temps de façon beaucoup plus utile dans leur trajet du Grand Paris, en faisant la sélection sur leur ordinateur portable, sur leur smartphone, des choses qu'ils veulent acheter et retrouver l'ensemble de leurs courses prêtes à la dernière station du Grand Paris Express, par exemple. Dans l'autre sens, c'est l'opportunité aussi pour les distributeurs de mieux connaître les attentes des usagers du Grand Paris et de s'adapter à ce type de demande pour un meilleur service. Nous proposons pour le Grand Paris, c'est que Grand Paris devienne la première plateforme territoriale conçue pour l'Open Innovation. À savoir que toutes les parties prenantes du projet, la Société du Grand Paris, les exploitants de services, les citoyens, les associations, puissent utiliser en commun toutes les données qu'ils produisent chacun, et ce, au profit du développement de nouveaux services attendus par le public. Le Grand Paris Express peut contribuer à faire du Grand Paris la métropole la plus digitale du monde. L'objectif, c'est d'agréger au sein d'une plateforme des services numériques qui accompagneront le développement des projets urbains autour des gares du Grand Paris Express. Alors j'ai un exemple. C'est le pilotage dynamique et synchronisé de la ville qui permettra d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. Dans le domaine des transports, de la gestion de l'eau, des énergies et des déchets notamment. La conception de ces services numériques doit partir des usages et de la compréhension des besoins en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.
Les grands opérateurs nous font des flux descendants d'informations. Nous avons des informations sur le transport. Demain, ce qu'on attend, c'est que tout simplement ces réseaux d'informations soient complètement fluides, qu'on n'ait plus du tout de relations où on ait besoin de charger une application, où on ait besoin de se mettre en relation. Tout ça doit être d'une fluidité aussi simple qu'on allume une lampe, aussi simple qu'on tourne un robinet. On a de l'information. On ne pourra plus attendre. L'innovation aujourd'hui a besoin d'identifier des zones d'expérimentation. C'est un des aspects vraiment stratégiques et les plus importants en fait de l'innovation, c'est de pouvoir tester à l'échelle réelle ou en collaboration avec des créatifs qui vont inventer de nouveaux usages. Et donc là, il y a vraiment un chemin entre cartographie du Grand Paris créatif, identification des acteurs, et puis les enjeux de la Société du Grand Paris qui essaye de stimuler aussi un développement économique. L'idée, c'est de réfléchir aussi aux nouveaux imaginaires urbains et d'arriver à se projeter dans un Grand Paris de demain qui soit inspirant, excitant, exaltant même, où on a envie de se projeter dans une culture un peu plus expérimentale et de vraiment métamorphoser le regard qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce qu'on appelle la banlieue, mais qui, à l'horizon du Grand Paris, aura disparu de nos bouches. Voilà. Une approche expérimentale. Alors, on a beaucoup parlé de Living Labs, c'est un peu les preuves de la rue, l'expérimentation en temps réel, mieux connaître les attentes des usagers, des utilisateurs et éventuellement des clients. Ça ouvre un champ des possibles, ça a été évoqué. Marie Vorgan de Barzik, je me tourne vers vous. Quel peut être l'intérêt de transformer une gare en un lieu où les utilisateurs et les fournisseurs de services se rencontrent? Question très naïve. Alors, quel peut être l'intérêt? On sait aujourd'hui que dans une gare, il y a un flux quotidien, on va dire quelle que soit la gare. Je vois nos amis de SNCF qui sont là. Le flux quotidien dans une gare, imaginons demain au Grand Paris, c'est absolument colossal. Donc effectivement, capitaliser sur ces gens qui viennent, qui passent, pour réussir à agréger du retour d'expérience et pour une amélioration constante des services, des usages. Voilà. Ça, c'est des projets qui ne sont pas très nouveaux, des projets qui sont déjà menés en tant que tels. Ensuite, comment peut-on réussir à transformer une gare qui est un lieu absolument de passage en un lieu qui serait un lieu de destination? Comment est-ce qu'on va créer un intérêt suffisant pour qu'on n'aille pas seulement dans une gare pour être emmené dans un autre point, mais pour que ça devienne un lieu dans lequel on va travailler, faire des choses, rencontrer des gens, et dans lequel on peut s'imaginer dans une vie sociale qui soit une vie sociale enrichissante, au-delà on va dire, de l'usage immédiat. Ça, c'est un vrai sujet. Et la complexité réelle pour créer ce type d'infrastructure dans une gare qui sera construite dans plusieurs années, c'est d'essayer d'imaginer la façon dont la culture même se sera transformée, les usages se seront d'ores et déjà transformés. Donc moi, si j'avais une recommandation à faire, finalement, c'est de dire surtout, ne finissez pas ces gares. Surtout. Au moment où elles ouvrent, il faut qu'elles soient à 70% de leur réalisation. La fameuse friche qu'on conserve. Je regarde Jérôme très angoissé. Je ne sais pas si les gens auront le courage, on va dire, si les pouvoirs publics auront le courage d'assumer un objet qui soit un objet non fini, mais je pense que c'est réellement le secret de sa réussite. Et en plus, on ne va pas le finir, et donc on va laisser les gens s'installer, créer ce que les urbanistes appellent des lignes de désir, c'est-à-dire des zones de circulation naturelle et qui ne seront non contraintes et qu'ensuite on positionnera. Et puis en plus, une fois qu'on aura à peu près posé les choses, il faudra installer une gouvernance, une liberté suffisante pour que ces gares puissent se réinventer au rythme qui sera le rythme nécessaire pour s'adapter aux usages, qui est absolument incrémental aujourd'hui, et donc transformation tous les n'importe quoi entre 6 mois, 12 mois, 18 mois. Voilà. Donc comment est-ce qu'on rend ergonomique, lean, on a dit qu'on était qu'on essayait d'expliquer tout ce qu'on lean, voilà, adaptable, une infrastructure qui est une infrastructure absolument physique. C'est ça le vrai enjeu. On a le fantasme de rendre numérique une infrastructure physique. Alors, on va reparler de la méthode aussi, parce que là, on a parlé de l'infrastructure. Il faut faire en sorte que mettent en jeu toutes les conditions pour que ce soit adaptable. C'est une méthode de ne pas finir. La méthode, c'est de ne pas finir. Après, comment on les anime, et je me tourne vers vous, Francis, sur cette question.
pour vous, pour que ces lieux fonctionnent, on doit développer de nouveaux outils collaboratifs pour que les gens travaillent mieux ensemble? Je pense que pour continuer à faire le pont, je ne sais plus qui dit, le repos, c'est un temps entre deux mobilités. Et il fait effectivement que ces gares soient un lieu entre deux mobilités, d'ailleurs matérielles et virtuelles d'ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin d'outils de coopération. Alors, ces outils de coopération, on a plusieurs façons de les développer. On a parlé de Living Lab. Je ne sais pas si on va y revenir. Pour moi, c'est un point important. Alors, il ne faut pas tout mettre derrière les Living Lab, mais c'est un point important. Et ça dénote tout simplement cette transformation du numérique, cette métamorphose qui est en train de se faire, qui fait que, d'ailleurs, si on est là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens ont été consultés. Hein. Il en est sorti une richesse et on essaye de l'exploiter. Les Living Labs, c'est en fait le pas vers l'empowerment. Hein, Alain Rinck, là on en parle souvent, qui est dans la salle sur l'empowerment. Et effectivement, ce qui est important dans la ville, c'est donner aux gens la capacité d'agir. Donc pour donner la capacité d'agir, c'est à la fois sur le développement d'un certain nombre de services, etc. Peut-être pas tous, parce qu'il y a quand même les grandes infrastructures de systèmes qu'il faut tenir avec d'autres contraintes. Hein. Mais c'est leur donner, c'est effectivement ces moyens d'interagir, de participer aux choix, aux spécifications, à la mise au point de tout ça. Et ça, je pense que les Living Labs, c'est le point pour le faire. Mais derrière, le numérique, parce qu'on coopère déjà, hein, mais on voit que la limite, on n'a pas encore les outils pour développer massivement la coopération. Donc on est en train, dans mon institut, Mines Télécom, de créer un projet qui s'appelle Accelerate, où on va effectivement essayer de donner aux gens de travailler ensemble, soit quand ils se rencontrent dans la gare, mais aussi avec d'autres ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus dire que Paris va se résumer à un certain nombre de gares du Grand Paris, quoi. Justement, Jean-Louis Marchand, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit que vous n'êtes pas emballé par les Living Labs, vous pensez qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes pour les faire exister. Le grand risque, moi j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur la gare, effectivement, qui ne sera jamais fini de toute façon, et ça c'est bien de la laisser ouverte. Mais en fait, le vrai risque pour la Société du Grand Paris, pour ces gares, c'est ce qu'a dit Didier Bain ce matin. Hein, il a dit, le risque c'est qu'elles soient obsolètes avant même d'avoir été mises en service. Hein. Et donc les pôles de compétitivité, hein, et Advancity notamment, sont là justement pour essayer de créer des relations avec la Société du Grand Paris, pour finalement que la Société du Grand Paris puisse s'irriguer en permanence de quel est l'état de l'art en matière d'innovation et qu'est-ce qui est aujourd'hui suffisamment mûr pour qu'elle puisse le prendre en compte par anticipation dans ce que vont être les cahiers des charges qui vont structurer les appels d'offres à venir. C'est là le véritable enjeu. Et les pôles de compétitivité Advancity, c'est toutes les grandes entreprises, les leaders mondiaux hein, de la construction, de l'énergie, des services urbains. C'est toutes les PME de la région parisienne qui sont invitées à y aller. Il y en a à peu près 200 actuellement qui sont dans le domaine des éco-activités. C'est tous les laboratoires publics, les grandes universités, les grandes écoles. Et c'est surtout les collectivités territoriales. Parce que pourquoi? Si on veut effectivement faire une ville, il faut la faire avec les gens. Et les gens qui allaient l'intermédiation, c'est évidemment les structures politiques qui sont en face. Et je peux vous dire que dans le domaine du numérique, eh bien, tous les élus ne sont pas aussi volontaristes que Stéphane Troussel, que André Santini ou Jean-Yves Le Bouillonnec. Il y a beaucoup d'élus, notamment, on nous a parlé de ceux qui sont arrivés là, aux dernières élections, qui ont 6 ans devant eux, qui veulent effectivement refaire le monde et qui ne comprennent pas qu'ils doivent s'inscrire dans un processus qui est d'une complexité absolue, où ils doivent adapter les rythmes de la ville à qui sont des rythmes très lents, qui sont des temps longs, hein, et qui dépassent d'ailleurs largement les temps électoraux, et puis les rythmes très rapides d'évolution des technologies numériques. Donc aujourd'hui... Mais les contraintes des Living Labs, justement, ces fameuses contraintes... Aujourd'hui, dès lors que vous sortez, dès on lors a parlé que vous tout êtes à dans un l'heure lieu il fallait public, laisser en friche. Dès lors que vous êtes dans un lieu public, comme une gare, automatiquement, vous avez un certain nombre de contraintes dès lors que vous engagez un certain nombre de travaux, d'aménagements, de transformations, qui sont, par exemple, les contraintes du Code des marchés publics, qui font qu'à un moment donné, quelqu'un qui a une innovation à apporter, finalement, il ne peut pas la mettre réellement sur le marché à hauteur du grand public, c'est-à-dire véritablement une gare, c'est un lieu public. Des expérimentations dans un coin, on n'en parle pas, etc., ça marche pas. Le véritable problème face auquel on est, c'est qu'une gare, ça ne pourra pas être un laboratoire. Les gens, ils ne voudront pas se sentir dans un laboratoire. Ils veulent être dans quelque chose dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils sont informés, dans lequel ils peuvent se déplacer. Marie Vorgan ? On s'en fiche comment on l'appelle, c'est pas un laboratoire, c'est pas un living lab, c'est juste de dire à un moment donné, on a une capacité pour
lancer des services sur un public qui est un public en présence, et que ce public en présence va pouvoir, on va dire, utiliser ou ne pas utiliser. Comme ça se fait aujourd'hui, on appelle Living Lab, moi je dis Lean, moi je dis... Voilà. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement enfermant, c'est d'imaginer que la seule façon vous parlez d'expérimentation, c'est pas de l'expérimentation, c'est juste une façon de lancer sur le marché un service et de considérer qu'un service, quand il est lancé, n'est pas tout de suite finalisé, qu'il va vivre un certain nombre de cycles qui sont des cycles d'amélioration, et que pour ce faire, une gare peut être un lieu où on va lancer ces services parce qu'on sait que ces services vont être améliorés comme n'importe quel service aujourd'hui. On est sur des rythmes d'exécution et de transformation rapide comme la société. Et c'est juste ça. Enfermer cet objet en disant finalement ça va être des rats de laboratoire et ça va être un lieu d'expérimentation et ça va être tout ça, ça va pas être ça. C'est juste qu'il y a des gens... Il y a des services, ils sont lancés, ils sont améliorés parce que c'est le rythme de transformation et c'est le rythme d'évolution actuelle. Je comprends parfaitement ce que vous expliquez, mais les pôles de compétitivité, dont je répète, qui sont à disposition de la Société Grand Paris, c'est vrai avec Cap Digital, c'est vrai avec Systématique, c'est vrai avec Avancity. Aujourd'hui, on tombe en permanence sur ce problème, c'est comment on passe la frontière. Là, vous dites qu'il faut le faire, mais je suis complètement d'accord, tout ce que vous dites, vous avez complètement raison. C'est comment on fait. Il y a qu'à un moment donné, la structure de décision qui fait qu'à un moment donné, et le cadre réglementaire fait qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, au sein d'Avancity... Vous pensez que c'est le code des marchés publics qui bloque? Mais non. Il y a évidemment... Attendez. Aujourd'hui, on a des élus, et je les salue, André Santini, Jean-Yves Le Bouillonnec, Stéphane Roussel, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et si vous voulez aller chercher le grand public, si vous voulez être inclusif, emmener tout le monde, il faut aussi emmener des élus qui aujourd'hui sont réticents, ne savent pas le risque qu'ils prennent vis-à-vis de... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va plaire à l'essentiel de la population? Est-ce que c'est pas le problème du numérique en général qui a du mal à convaincre certaines personnes qui ne sont pas... qui ne comprennent pas, qui ne sont pas sensibilisées? Plusieurs choses. Je pense qu'il y a des hiérarchies des temporalités, on l'a vu. Il y a du très long terme, du moyen terme, et pour les services, il y a de l'évolutif, comme le dit Marie. Il y a aussi une façon de travailler. Alors, par exemple, moi, je ne pense pas qu'il faut des friches dans les gares. Il faut préparer de l'évolution. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui réfléchissent à aménager des lieux publics de façon évolutive. Donc, il faut effectivement intégrer d'entrée. Tout comme si on a des systèmes d'armes qui doivent durer 30 ans, 40 ans, on commence à intégrer les évolutions technologiques dedans, les évolutions d'usage, etc. Il faut travailler à cela. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a des services qui sont de la sécurité, etc. On ne procède pas, c'est pas du tout les mêmes types de living lab entre guillemets que les services grand public. Mais je pense qu'il faut, je veux revenir sur cet empowerment. Aménager une gare, ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Les expériences qu'on mène dans les réflexions avec UFO sur l'aménagement d'un quartier d'une ville, on peut demander aux utilisateurs, à condition de leur mettre des outils appropriés dans les mains, des moyens de contribuer à la réflexion là-dessus. Donc ça commence déjà en amont. Et ensuite, eh bien, moi, une gare étant un lieu vivant, qu'il y ait des éléments dans cette gare, non pas de faire transformer la gare en gigantesque living lab, parce qu'effectivement, les gens vivent, etc. Mais dedans, il faut effectivement des endroits où on puisse travailler, mettre au point, faire évoluer ces services. Donc je pense que c'est une réflexion assez profonde à faire d'entrée, ne pas trouver ce qu'on sait très bien faire dans notre formation française, la solution à un problème, mais de dire que le problème va évoluer et qu'il faut effectivement trouver des solutions plus intelligentes qui vont nous permettre de faire évoluer justement les solutions, s'adapter et donner le moyen aux utilisateurs de contribuer. Ils sont intelligents aussi. Marie et puis Jean-Louis. On parlait aujourd'hui du temps du politique versus le temps de la société, en gros, ou le temps des usages. Je pense qu'effectivement, il y a un décalage et aujourd'hui, il y a un fossé qui a tendance à se creuser entre le temps du politique, le temps de la réglementation et puis le temps du déploiement des usages. On a du mal à adapter l'éducation nationale, parce que c'est une grosse machine, à la façon dont, on va dire, les besoins de pédagogie sont en train d'évoluer, pour prendre un exemple qui n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, l'acteur économique et le citoyen se structurent et apprennent à répondre à des problématiques qui ne sont pas réglées par le politique ou pas. Donc je pense qu'il faut qu'on soit
ça n'est pas un problème. C'est probablement un sujet, mais ça n'est pas... Si on veut donner un exemple concret, c'est un peu les MOOC. Vous savez, c'est les cours vidéo gratuits qu'on trouve sur Internet. C'est quelque chose qui a été inventé un peu par hasard et qui existe aujourd'hui et qui correspond à certains besoins. C'est quelque chose qui a été inventé par la société civile, quelque part. Oui. Moi, là-dessus, je partage ce que vous dites, mais je ne suis pas du tout pessimiste. Hein, on va trouver les solutions, mais il ne faut pas nier les conditions dans lesquelles aujourd'hui on part. Si on veut emmener tout le monde, il faut prendre tout le monde, quoi. Et donc, voilà, c'est tout ce que je dis. Hein. Et on les emmènera et on va trouver les solutions, ça, j'en doute absolument pas. Un point semblant, ne fermons pas la gare. Ne l'isolons pas. La gare, elle fait partie d'un environnement urbain. Et la Société du Grand Paris, elle a la possibilité d'accompagner des communes dans l'aménagement, la construction de tout ce qui va être à 400 mètres autour de la gare. À la fois dans le physique, mais également dans le numérique. Je pense qu'effectivement, au sein de la Société du Grand Paris, on doit pouvoir effectivement mener des réflexions qui font que, et la Société du Grand Paris peut probablement développer des compétences qui font qu'elle est à disposition des communes sur lesquelles seront installées des gares pour justement faire que la gare soit insérée dans le quartier, parce que chaque gare sera de toute façon un objet unique. Hein. Alors, comment on fait pour faire travailler? On a parlé des pôles de compétitivité, on a parlé éventuellement du tissu industriel local, l'éducation, toutes ces énergies qui sont un peu différentes, comment on les fait travailler ensemble sur ces projets? Parce que là, on a beaucoup parlé du Living Ball, là où on voulait expérimenter des choses auprès de l'utilisateur final. Il y a aussi, d'un point de vue institutionnel, aussi, les pôles de compétitivité ensemble. Il y a un problème de données aussi. Comment on fait? Moi, je pense déjà, il faut consacrer du temps à penser l'avenir. Hein. Parce que sinon, on se précipite sur un certain nombre de solutions dans un espace contraint et parfois, il faut imaginer autre chose. Donc, je crois qu'il faut continuer à faire de la prospective. Et ça, c'est, à mon avis, vraiment le point clé. Parce que quand on pense ensemble, on rend des choses possibles. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont faisables, j'allais dire, partant des gens, de l'innovation, de Living Lab, mais il y a aussi des sujets sur lesquels il faut faire de la recherche. Parce que le numérique, si on l'utilise bien, a un potentiel de création d'un environnement. Moi, je pense par exemple qu'il faut travailler sur la complexité aussi bien des systèmes de transport que de la ville ou d'autres problèmes. On a une complexité qui est croissante. Pourquoi? Parce que le numérique apporte beaucoup plus d'interactions, densifie les espaces, donc apporte des solutions, mais aussi complexifie énormément les choses. Donc il faut travailler sur cette complexité. Je pense qu'il faut travailler par exemple des idées sur le fait que la ville va être, et les systèmes de transport et autour, parce qu'ils doivent être intégrés, vont être les concepts de vidéo game vont revenir. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement une personne dans la ville puisse être, comme dans un jeu vidéo, être capable de disposer de ressources, des utiliser. Il faut qu'on puisse les fournir. Il faut que les grands systèmes fonctionnent. Parce que ça ne peut pas être... Il faut que tous ces systèmes de transport fonctionnent, parce que sinon, les clients sauront en temps réel qu'ils sont en retard, mais ça ne les aidera pas pour leur déplacement. Donc, je crois qu'il faut faire à la fois construire, partir du réel et des problèmes concrets de réglementation, etc., mais aussi penser un peu plus ce futur. Et je pense que j'ai lu un certain nombre de contributions et le résumé qui ont été faits là. Je crois que c'est la bonne méthode. On donne aux gens de dire « exprimez-vous », ils apportent beaucoup d'idées. Et je pense qu'à partir de là, on peut extraire un certain nombre de grandes questions et le rejouer, réexprimez-vous, en positionnant un certain nombre de questions clés sur le futur. Alors, comment on implique les voyageurs dans le co-développement des services, Marie? Vous avez vu un message qui vous interpellait? Exactement. Et avec lequel je suis très d'accord, c'est-à-dire qu'on dit il faut penser, il faut faire de la prospective, et en parallèle on dit il y a une méthode qui vise à faire travailler ensemble les utilisateurs. C'est la méthodologie notamment proposée. Et je lis, on regrettera le peu de représentants de la génération C dans la salle. On parle de 2020. Donc je pense qu'effectivement, c'est le sujet. On parle de 2020, c'est dans plus de 5 ans. Ceux qui seront impliqués et ceux qui seront les utilisateurs réels de ces gares sont aujourd'hui, pour certains, encore à l'école. On peut les interroger, on peut les faire contribuer. Je pense que c'est un vrai sujet. Alors justement, sur ce sujet, comment on fait en sorte de favoriser le co-développement entre les usagers de la gare, les voyageurs,
et les services? Comment on fait du co-développement? Comment on arrive à l'impulser, à créer les bonnes conditions de ce développement? Moi, je n'ai pas la solution, mais j'ai vu des propositions récentes à propos des élections européennes, je ne sais plus, qui disaient en fait il fallait à la fois des élus et c'était des conseils de gens tirés au sort qui travaillaient en parallèle. Bon, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis qu'il est très important d'apporter l'expertise qui est nécessaire pour bâtir tout ça, et puis aussi d'apporter et de donner du réel pouvoir à justement des gens qui seront là, qui seront les utilisateurs de différents niveaux. Et je pense qu'on peut, comme ça, enrichir, avoir un peu de vision stéréo, et laisser ouvert un peu plus d'espace à la créativité, quoi. Je pense qu'il faut créer du déséquilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, par exemple, tous les trois, et puis je pense la table ronde précédente, on est tous quelque part en posture et représentant de quelque chose. Et je pense qu'il faut créer des zones, des lieux où on est réellement, non pas dans la représentation, mais dans la contribution, dans le partage, dans l'échange, et où on se sent le droit de penser des choses que même, on va dire, dans nos fonctions, on n'a pas le droit d'exprimer. Donc je pense qu'il faut que les lieux qui sont les lieux de co-création, les lieux de réflexion, soient ce type d'endroits et qu'ils agrègent très largement les représentants de la société. Bah écoutez, on va prendre ça comme le mot de la fin. Moi, je crois qu'un des lieux dans lesquels, effectivement, on peut à la fois faire de la prospective et être opérationnel sur ces sujets, ce sont les pôles de compétitivité. Alors ça, on l'a compris. Voilà, Cap digital, systématique. Et nous, on est là pour ça. On est là pour... On réunit tous les acteurs. Et donc, n'hésitez pas à nous challenger là-dessus. On est là pour ça. Voilà, on a été créé pour ça. Et on a tous envie, effectivement, de mettre ça à la disposition de l'ensemble des parties prenantes, comme on dit. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Marie Vorgan, Le Barzik, Francis Jutan et Jean-Louis Marchand, pour vos réponses. On peut les applaudir.